La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous rencontrons une personnalité dont le témoignage vient nous éclairer sur de nouvelles manières d'agir et d'améliorer durablement la prévention et la promotion de la santé. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Gwenaëlle Ferré. Gwenaëlle Ferré, bonjour. Bonjour. Alors, Gwenaëlle, vous êtes directrice du Centre de santé communautaire et planétaire Le Jardin, à Bron, près de Lyon, que vous avez cofondé en 2022, je crois. Après avoir travaillé notamment, je vais pas tout citer, mais au planning familial, dans un autre centre de santé communautaire en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et vous avez un parcours très varié, mais toujours à la croisée de la conduite de projet en santé et de l'éducation populaire. Ce parcours se caractérise par une approche très globale de la santé, qui est à la fois effectivement individuelle, collective, sociale, environnementale. Vous militez activement pour une reconnaissance des centres de santé communautaire, on en parlera, en mettant en avant notamment leurs résultats dans l'amélioration de la santé des populations les plus précaires. Et vous avez reçu pour le Centre de santé communautaire de Bron le prix de la Fondation Cognac-Jay en 2022. Donc Gwenaëlle, peut-être que vous pouvez nous présenter justement ce qu'est le centre communautaire à Bron, et puis on rentrera dans le détail un peu plus tard, mais quelques mots peut-être sur ce centre. Oui, merci pour cette présentation. Alors le centre de santé communautaire et planétaire de Bron a donc ouvert en 2022, mais c'est avant tout un centre de médecine générale. Ça veut dire que c'est des médecins salariés et d'autres professionnels de santé, c'est vraiment du pluripro, comme on dit, qui accueille et soigne la population de Bron, qui n'a pas de médecin traitant, mais toute la population de Bron. Donc ça veut dire que dans une semaine, il va y avoir évidemment toute la journée un accueil téléphonique, des accueillants pour répondre au téléphone, et puis des médecins généralistes qui vont recevoir les personnes, partir en visite à domicile, mais aussi des médiatrices en santé, par exemple, qui vont faire de l'accès aux droits, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment une équipe dans un lieu qui travaille toute la semaine à accueillir les personnes. Et alors, qu'est-ce qui fait justement que c'est un centre de santé communautaire et pas un centre de soins classique? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de santé communautaire? Oui, alors quand on parle de santé communautaire, nous c'est vrai qu'on se base vraiment sur une définition qui est liée à celle de l'OMS, dont on peut parler, qui remonte, enfin pas qui remonte, mais qu'on trouve déjà dans la charte d'Ottawa en 1986, qui parle vraiment de renforcer l'action communautaire. Et c'est vraiment, déjà on peut dire que tout était déjà là. Et donc quand on parle de santé communautaire, c'est vraiment l'idée qu'on reconnaisse l'expertise des patients et des patientes. Et que cette expertise-là qu'on reconnaît, elle nous serve à mieux soigner, à travailler nos approches, à transformer nos pratiques de soins et de santé. Disons que la santé communautaire, quand elle nous permet à nous donc, puisqu'on transforme les pratiques de soins et de santé, ça veut dire aussi que du côté des usagères et des usagers, on va reconnaître dans leur expertise vraiment la notion des déterminants de santé aussi. On s'appuie sur les déterminants de la santé, ce qui fait que les gens sont plus ou moins en bonne santé. On reconnaît en fait dans la santé communautaire l'idée même que les personnes, leur état de santé, en fait l'état de santé des personnes est davantage lié à leurs conditions matérielles d'existence dans un premier lieu. Donc ça veut dire reconnaître aussi l'existence énorme des inégalités de santé et de s'inscrire dans une lutte contre ces inégalités de santé, Ça veut dire que la santé communautaire, c'est vraiment aussi une perspective de transformation sociale. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples là, concrets de ce que vous nous expliquez, de comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce qui change au quotidien dans ce qui est mis en œuvre au centre de santé communautaire par rapport à ce qui est mis en œuvre dans une relation soignant-patient, je dirais plus traditionnelle ou plus classique?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tout dépend de l'angle de vue. Si on se place du côté des professionnels ou du côté des usagers et des usagères. Peut-être que du côté des professionnels, une des choses les plus marquantes pour les personnes quand elles arrivent, soit à travailler ici, soit rencontrer les professionnels de santé, c'est peut-être la manière dont le cabinet médical est agencé, où on n'est pas en face du professionnel de santé avec une table qui nous sépare. On est côte à côte face à l'écran d'ordinateur. D'accord. Partant du principe que le dossier médical qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur appartient au patient. Donc ça, c'est vraiment une des choses sur la collaboration, sur l'écoute, qui transforme la manière de se parler. Une manière un peu ancienne dont on a l'habitude. Voilà, même pour les professionnels, au début, c'est assez désarmant, mais finalement, ils ont du mal à revenir en arrière une fois qu'ils ont commencé à travailler comme ça. Et j'ai même l'histoire d'une des professionnelles, une des infirmières qui travaille avec nous, l'infirmière de santé publique, appelée Azalée, qui, au début, pour un peu affûter sa pratique, s'habituer, avait mis le bureau de manière traditionnelle et au bout de quelques semaines ou quelques mois, s'est dit « ça y est, je suis prête, je vais vraiment faire de la santé communautaire, j'arrive vraiment à avoir un autre lien avec les patients et les patientes ». Ça, c'est et donc à pousser son bureau, pour finir. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on trouve à la fois anecdotique mais intéressante. Peut-être qu'on peut citer aussi la question de la salle d'attente, qui est appropriée, qu'on laisse s'approprier par l'ensemble des patients et des patientes, avec des possibilités de panneaux d'affichage, une décoration qui a été faite lors des ateliers collectifs de prévention et promotion de la santé. Par exemple, il y avait eu un atelier, toute une série d'ateliers, autour de la carte de Bron. Donc nous, on est situé à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Et il y a beaucoup de lieux ressources potentiellement dans cette ville, comme dans toutes les villes. Et on avait travaillé avec une illustratrice à reproduire la carte de la ville et à travailler sur des logos qui représentent les lieux chouettes de la ville qui peuvent être des ressources pour la santé, travaillant sur la question des déterminants de santé, justement. Et cette carte qui est gigantesque, est affichée dans la salle d'attente et sert vraiment et aux professionnels et aux usagers comme d'une ressource. Mais la santé communautaire s'incarne vraiment aussi dans la manière dont on va impliquer les usagères et les usagers dans leur santé, en travaillant à la fois en consultation ou en atelier, au recueil des besoins. De quoi pensez-vous que vous auriez besoin pour améliorer votre santé ? C'est intéressant, ça veut dire que finalement, vous ne prenez pas en compte que la personne qui vient parce qu'elle a un problème à un instant T de santé, mais effectivement, vous prenez en compte ses besoins plus globaux de santé. Donc, on est au-delà de la simple démarche curative. On vient toucher à la prévention et à ce que vous nous disiez en introduction, cette approche globale de la santé, c'est ça ? Oui, c'est précisément ça. La santé communautaire, elle cherche vraiment à sortir du simple curatif et de toute façon, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Je pense que l'ensemble des pathologies chroniques, toutes les questions liées à la santé environnementale nous obligent à prendre les choses de manière globale, à s'attacher aux questions de logement, s'attacher aux questions d'alimentation, mais aussi d'activité physique, pour travailler avec les personnes sur l'ensemble des problématiques qui pourraient améliorer leur santé. En plus, on sait bien que le système de santé n'est responsable que d'une petite partie de l'état de santé des personnes. Et c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de ces questions qui nous semblent importantes. On le voit aussi avec la présence des médiatrices en santé dans notre équipe, qui sont vraiment un peu un pivot, une pierre angulaire aussi, en même temps, de l'organisation en santé communautaire, parce qu'elles accompagnent les personnes à comprendre le parcours de soins et de santé, et aussi à résoudre toutes les questions liées au droit santé. Et donc, limiter le non-recours, par exemple, permettre aux personnes d'obtenir les droits auxquels elles ont le droit, mais aussi améliorer leur santé, comprendre comment ça marche l'hôpital public, comprendre comment on prend un rendez-vous et comment on fait aussi pour répondre aux textos des professionnels ou des hôpitaux, etc. Enfin voilà, en tout cas, toute une démarche autour du parcours de soins et de santé qui permet de travailler la santé de manière globale et de sortir du simple système curatif. D'accord. Et alors justement, si on peut rentrer peut-être dans le détail de ce que propose le centre de santé communautaire, puisque vous avez dit effectivement professionnels de santé, donc médecine générale, des infirmières, des médiateurs et médiatrices en santé qui viennent faire et de la démocratie en santé et de l'éducation en santé, enfin je ne sais pas comment appeler ça. Vous avez évoqué aussi des ateliers
à côté. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le panorama de tout ce que vous proposez aux personnes, aux usagers et aux usagères du centre? Peut-être je vais commencer par les ateliers collectifs. Il y a 2 moments dans la semaine, le mardi après-midi et le jeudi matin, qui sont gratuits, sans inscription, et qui sont des moments de promotion de la santé, de prévention et de promotion de la santé. C'est des moments qui existent depuis quasiment la création du centre de santé. Je pense qu'on les a mis en place quelques semaines après l'ouverture et qui ont toujours conservé ces mêmes règles de gratuité et d'absence d'inscription. C'est des moments, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, peu importe si vous habitez à Bron, même si vous n'êtes pas suivi au centre de santé, le mardi après-midi, vous pouvez venir. Le jeudi matin, vous pouvez venir. Il se passera toujours quelque chose. Parfois, ça va être un atelier couture. Parfois, ça va être un temps d'information et de questions autour des troubles cognitifs. Le programme est, par contre, lui, complètement varié. Il est élaboré avec les usagers et usagères à partir du recueil des besoins. D'accord. Il est aussi élaboré avec l'équipe à partir du recueil des besoins faits en consultation par les soignants. Il est validé par les médiatrices en santé et co-animé par ces mêmes médiatrices en santé, mais aussi parfois avec des médecins, avec l'infirmière, même avec moi parfois. Et ces moments-là, bon, désemplissent pas, hein, il y a vraiment beaucoup de monde et parfois même trop de monde. C'est un de nos enjeux. Et c'est vraiment des moments d'abord de lien social. Parfois, c'est animé aussi, j'oublie le plus important, par les usagers et usagères. Eux-mêmes. Qui proposent, par exemple, l'atelier marche, aujourd'hui, il est animé par un usager qui, par ailleurs, est devenu aussi membre du conseil d'administration. D'accord. Et donc, les médiatrices en santé animent vraiment ce moment de création du planning des ateliers du mois prochain. Et à partir de tous ces ateliers, donc vraiment, c'est un endroit majeur pour le lien social. En tout cas, ça c'est sûr. Et aussi d'information et de promotion de la santé. C'est aussi un lieu où, comme les usagers demandent ce qu'ils veulent, où on progresse ensemble aussi vers les sujets qui intéressent la communauté des personnes qui vivent à Bron et qui sont soignées au centre de santé. Ça, c'est une des choses majeures parce que les médecins aussi s'en saisissent beaucoup. Ils orientent beaucoup vers l'atelier les personnes isolées, d'une part, les personnes qui ont besoin de lien social, de prescription sociale, on pourrait dire même. Oui. Mais ils orientent aussi toutes les personnes, en fait, considérant que le lien social va faire partie du soin et que ça va contribuer à l'empowerment, ça va contribuer à donner de la force, de l'énergie, à rencontrer des personnes concernées par les mêmes problématiques selon les sujets qui vont être abordés. Ça, c'est une des premières propositions. Une autre des propositions qu'on peut dire qui est majeure dans notre travail, c'est vraiment le travail avec l'infirmière Azalee, l'infirmière de santé publique. Et on sait, comme dans l'actualité, la question de ces infirmières de santé publique dans les structures d'exercice coordonné, c'est-à-dire dans les maisons de santé ou dans les centres de santé, est fondamentale parce que, justement, avec cet énorme boom des pathologies chroniques, ce sont elles, précisément, qui ont le temps d'expliquer ce qui se joue aux personnes qui sont atteintes d'une pathologie chronique. Comment on va vivre avec, quels changements on peut opérer dans notre vie pour pouvoir vivre malgré tout, améliorer la situation, à quel moment et pourquoi on met des traitements, quelles sont les prochaines étapes de la maladie. Tout ça, c'est un temps long, on a besoin de temps. Et ce n'est pas la consultation d'un médecin de 20 ou même 30 minutes, comme c'est beaucoup le cas dans notre centre de santé, qui va suffire. Parfois, Pauline, l'infirmière, elle va recevoir les personnes 1 heure pendant plusieurs semaines d'affilée. Le temps qu'on comprenne vraiment ce qui se joue avec le diabète, par exemple. Oui, et puis que le patient chemine aussi. Voilà. Il y a beaucoup de temps de cheminement et d'appropriation de toutes ces questions-là, aussi de pourquoi moi j'ai cette maladie-là, qu'est-ce qui m'arrive. Toutes les pathologies liées aux questions de santé environnementale aussi sont très travaillées par l'infirmière Azalee. Donc ça, c'est toute la semaine. Cette infirmière propose des entretiens Azalee, on appelle ça. Donc, voilà. Une des choses très importantes que je pourrais caractériser aussi, c'est le téléphone. On a un sujet avec le téléphone en santé communautaire. Et c'est là où on voit bien le besoin de lien, le besoin d'explication en permanence du parcours de santé. C'est que chez nous, le téléphone, le matin, il sonne entre 100 et 300 fois selon les matins. On n'arrive jamais à répondre à tout le monde. Je pense que c'est impossible. Ouais. Il y a une personne qui est dédiée exclusivement au téléphone toute la journée et qui est là pour expliquer aux personnes une prescription,
expliquer pourquoi on a prescrit tel examen, qu'on arrive, par exemple, qui ne va pas réussir à joindre un spécialiste. Enfin voilà, 1 milliard de soucis, 1 milliard de problèmes qui dépassent bien la simple prise de rendez-vous, même si c'est énorme parce qu'on a beaucoup de personnes dans notre centre de santé qui sont incapables de prendre rendez-vous sur Internet pour de multiples raisons. Donc c'est quand même aussi un enjeu encore aujourd'hui. Et qui veulent juste parler avec quelqu'un de physique au téléphone et pouvoir s'entendre sur une problématique donnée. Et ça, cette mission-là, elle est vraiment occupée par les assistants médicaux qui jouent vraiment le rôle de facilitateur entre les habitants et les habitantes, les usagers du centre de santé et les soignants. Et l'explication du parcours de soins, l'accompagnement dans ce parcours de soins est aussi leur mission. Et c'est donc quelque chose qui est très fort et très important, cette présence du téléphone et d'une salle du téléphone vraiment dans le centre de santé, alors qu'on ne pourrait pas s'imaginer aujourd'hui avec la prise de rendez-vous en ligne, qu'on imagine très massive pour beaucoup de gens. Et puis finalement facile, alors que c'est pas, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas si facile que ça et qu'il y a encore besoin d'humain, en tout cas physique, pour aider les personnes. Mais je pourrais même dire que c'est un des points d'entrée de la santé communautaire très important, que cette histoire d'accueil. Et nous, les assistants médicaux, accueillants et assistants médicaux, sont à la fois à l'accueil dans la salle d'attente et à la fois au téléphone, et se répartissent. Mais la notion d'accueil inconditionnel, elle est fondamentale. Par accueil inconditionnel, évidemment, j'entends, on s'inspire pour ça des principes du travail social, comme beaucoup de choses en santé communautaire. C'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir accueillir chaque personne et apporter une réponse, même si ce n'est pas une réponse de soins. C'est essayer de comprendre vraiment la demande de la personne et de pouvoir lui dire, lui apporter, s'asseoir et dire on va en parler. Par exemple, nous, on ne prend comme nouveaux patients que des personnes qui vivent à Bron et qui n'ont pas de médecin traitant. Bon, c'est comme ça, on pourrait questionner cette règle, mais en attendant, c'est comme ça. Si les personnes ne répondent pas à ces critères, on ne va pas leur dire non, salut. On va dire ok, venez, voilà comment on peut vous aider. Par contre, vous pouvez venir aux ateliers collectifs de prévention et de promotion de la santé du mardi après-midi et du jeudi matin. Par contre, on connaît tel médecin. Par contre, vous pouvez aller voir la médiatrice en santé ou la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. Enfin, en réalité, je ne sais même pas l'étendue des réponses qu'ils peuvent donner parce qu'ils sont formés à pouvoir accompagner les personnes selon leurs besoins et à pouvoir toujours apporter une réponse. Et parfois, quand c'est une orientation, ce n'est pas juste dire « allez voir à la mairie », mais ça va être de dire « allez voir telle personne, à telle heure », d'avoir une orientation ciblée, personnalisée. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la partie de l'accueil inconditionnel. Et l'autre partie qui fait santé communautaire à l'accueil, c'est vraiment de considérer, je le redis peut-être, que les assistants médicaux sont là pour faire le lien entre les patients et les soignants. Ce qui veut dire, parfois, on a tendance à imaginer qu'il faut que les secrétaires médicaux, les secrétaires médicales, soient là pour faire un peu la barrière, empêcher les patients, en ces temps de désert médical, empêcher les patients d'envahir les soignants qui sont débordés, c'est vrai, et sans quoi on pourrait pas, ils ne pourraient pas soigner et ce serait l'enfer. Là, c'est plutôt une manière différente de le voir. Voilà comment vous allez pouvoir accéder au médecin de la manière la plus simple qui soit. Okay. Alors, quand vous nous avez parlé des ateliers tout à l'heure, vous avez évoqué le cas d'un usager qui maintenant fait partie du conseil d'administration. Et du coup, ça aussi, c'est une caractéristique des centres de santé communautaire, c'est que les usagères et les usagers sont inclus dans la gouvernance du centre de santé. Est-ce que ça, vous pouvez nous expliquer aussi comment les personnes prennent part finalement à la vie du centre et à la gestion du centre ? Alors, je crois qu'il y a autant de modes de faire que de centres de santé communautaires en France. Mais par exemple, il y a un projet en ce moment dans un quartier populaire de Grenoble qui est en train de se monter. Et là, c'est vraiment à l'initiative des habitants. D'accord. Le centre de santé. Ce n'est pas du tout à l'initiative des professionnels. Là, par exemple, dans cette histoire-là, il y a plusieurs histoires différentes. Et donc, dès le début, ils sont dans la gouvernance. C'est même puisqu'ils ont l'initiative du centre de santé. Nous, c'est venu après parce que l'initiative est venue plutôt de professionnels.
Mais c'est venu assez naturellement en réalité, et ça semble évident. Si on reconnaît dans la santé communautaire l'expertise des personnes accompagnées, en fait, on n'a absolument aucune légitimité à soigner, à diriger la structure sans elles et sans eux. Surtout que c'est eux qui savent en réalité de quoi ils ont besoin pour leur propre santé. Donc ça veut dire que c'est évident, et donc c'est pour ça que c'est eux qui font le programme des ateliers collectifs du mardi et du jeudi avec les médiatrices en santé. Mais en fait, ça s'est passé, si vous permettez que je vous raconte, ça s'est passé un peu d'une autre manière, parce que c'est pas parce qu'on dit vous pouvez venir dans le CA que les patients et les patientes se sentent légitimes. Parce qu'il y a quand même cette notion en médecine et en santé aussi d'un cloisonnement entre d'un côté ceux qui savent, les soignants, et les autres, nous, qui devons juste être soignés et qui de toute façon ne savons pas. Donc comment ça peut se passer? Et puis le fonctionnement aussi d'une association, nous on est associatif. Oui. C'est pas du tout évident pour tout le monde, ces histoires d'assemblée générale, de conseil d'administration, de statut, qui vote ou pas. Ça nécessite un temps d'appropriation. L'histoire chez nous, elle a vraiment démarré avec des usagères et des usagers qui décident donc d'animer des ateliers collectifs, mais qui demandent à l'équipe de les former pour les ateliers collectifs. De dire, je ne peux pas animer un atelier sans savoir le faire. Et c'est vrai que nous, c'est un savoir qu'on a, comme vous l'avez dit en introduction, notamment parce qu'on s'inspire de toutes les méthodes et les outils de l'éducation populaire. Oui. Donc on pouvait transmettre cette manière d'animer un atelier, de tenir un cadre, de prendre la parole quand même devant une quinzaine de personnes, de se sentir légitime à partager une compétence, un savoir. Et à la suite de ce premier temps d'appropriation, certains usagers et usagères ont dit « mais nous, on voudrait créer un club des usagers ». D'accord. Et donc, d'abord, c'est créé ce club des usagers, qui était vraiment le lieu à la fois de recueil des besoins, toujours, parce que ce recueil des besoins en santé communautaire, il ne peut jamais s'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions toujours dans nos vies, etc. Et que nos sujets de santé, les sujets sur lesquels on va porter nos ateliers, ils émergent des usagers, ils n'émergent pas du tout ils émergent pas du tout, un peu quand même, mais des politiques de santé publique et de Mars bleu, Octobre rose, même si on s'en inspire bien sûr et qu'on est tous traversés aussi par ces grandes campagnes nationales, bien entendu, et qu'elles ne sont pas là pour rien, on en parle aussi beaucoup, bien sûr. Donc ce club des usagers existe, et là commence à y avoir les questions de comment on pourrait s'impliquer plus, comment les usagères et les usagers peuvent s'impliquer plus. Et donc là, on me demande de venir au club des usagers pour dire voilà ce que c'est l'association, redire comment ça s'est créé, redire comment on peut s'impliquer, ce que c'est que le conseil d'administration, ça veut dire quoi participer à l'assemblée générale, comment on adhère, c'est quoi ce bulletin d'adhésion, enfin voilà. Et donc toutes des questions qui parfois semblent évidentes aux personnes qui ont l'habitude d'être membres d'associations, mais ce n'est pas le cas du tout de tout le monde en réalité. Et à la suite de ça, il y a eu une vague d'adhésion d'usagères et d'usagers. Et puis l'Assemblée générale, et ça a été aussi une surprise pour moi qui animais l'Assemblée générale, de voir toutes ces mains se lever pour faire partie du conseil d'administration. C'est l'histoire logique, et c'est l'histoire de beaucoup de gens. C'est juste qu'à chaque fois, on laisse la possibilité de nouveau d'être surpris et de laisser les choses un peu se faire et exister par elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas non plus contraindre la participation. La participation et l'implication des usagers, elle est sans arrêt à recommencer, à réinventer. C'est les personnes qui doivent décider et inventer leur manière de vouloir s'impliquer. Donc finalement, il y a des usagers et usagères qui sont dans le conseil d'administration. Et ce que ça nous apporte au quotidien, et ce que ça leur apporte, ça tombe bien parce que j'en ai parlé avec l'une d'elles il y a quelques jours, c'est d'une part, les usagères et usagers voient le centre de santé comme nous, on ne le verra jamais. Ils ont un autre vécu, tout simplement. Et puis, une connaissance du territoire à laquelle je n'accéderai jamais non plus, parce que je ne vis pas sur le même territoire. Une connaissance des besoins et des problématiques des usagers et des usagères. Et ce que vont dire les personnes aux membres du CA, ce n'est pas les mêmes choses qu'ils vont me dire à moi, salarié de la structure. C'est Caroline Isambert qui dit ça dans un bouquin qui s'appelle Pandémopolitique, qui dit que la santé communautaire, c'est perturber les frontières entre ce qui est médical et ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment ça.
impliquer dans le conseil d'administration, donner du poids dans la gouvernance aussi aux personnes soignées, c'est vraiment perturber, encore une fois, ces frontières-là et transformer le rapport entre soignants et soignés. Mais pour le coup, c'est un vrai facteur clé de succès du centre de santé communautaire que de voir cette implication des usagères et des usagers. Oui, alors plutôt, je me dis que si ça n'existait pas au bout de 3 ans et demi d'existence, je serais assez mortifiée plutôt. C'est plutôt ça. Je me dis c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Je me dis, ouf, heureusement, ça existe. Heureusement, ça existe. Heureusement, on n'a pas pris toute la place. Heureusement, on a réussi à transformer un peu, même si je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, ce rapport entre soignants et soignés. Et parfois même dans des ateliers collectifs ou dans des moments de célébration, des repas partagés, la fête des 3 ans du centre. Parfois, on va même se dire « Ah tiens, je ne suis pas sûre que je sache qui est soignant et qui est soigné dans les échanges, dans la manière de se parler. Parce que parfois, en atelier collectif, il n'y a plus de vouvoiement. Oui. Ça échappe à tout le monde. Le tutoiement sort tout seul. Et par contre, dans le temps de la consultation, et j'ai observé plusieurs fois mes collègues le faire, oui voilà, ils repassent au vouvoiement et les patients aussi, quoi. Il y a vraiment un vouvoiement à deux. Et dans l'espace collectif, où on rebrise. On est dans le vivre ensemble. Voilà, on est dans le vivre ensemble. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le paysage de la santé communautaire en France, peut-être ailleurs d'ailleurs, parce que d'où ça vient? Parce que peut-être que ça ne vient pas de France. Où est-ce que ça se développe? Voilà, comment ça, comme je l'ai dit en introduction, voilà, vous militez pour faire savoir que ça fonctionne, et on en parlera de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on mesure, etc. Mais voilà, où on en est du développement des centres communautaires ici en France et puis ailleurs dans le monde. Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a une vingtaine de centres de santé communautaires en France. Mais on a aussi beaucoup d'alliés, par exemple des maisons de santé pluripro-participatives, communautaires. Et puis, il y a, je ne sais pas, je pourrais dire 15 ou 20 ou 30 centres de santé communautaire en cours de création aujourd'hui. On n'arrête pas d'en accompagner partout. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement dynamique, comme la région Bretagne, d'ailleurs, à ce sujet. On accompagne vraiment beaucoup de centres de santé en création. Disons que parmi les premiers centres de santé communautaires qui se sont créés, c'était à Toulouse et en Seine-Saint-Denis. D'accord. Plutôt dès tout début des années 2010. Oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Néanmoins, on s'inspire vraiment de la santé communautaire telle que... déjà, on s'inspire beaucoup des pays du Sud. Vraiment, il faut dire que la santé communautaire, c'est un domaine dans lequel on a vraiment beaucoup à apprendre des pays du Sud. Et on peut notamment regarder des expériences qui sont très bien décrites dans des bouquins sur la santé communautaire, parmi lesquels, je le cite encore, Pandémopolitique, au Kerala en Inde, évidemment en Afrique de l'Ouest ou au Brésil. Et ça, c'est parmi les inspirations. Si on peut dire aussi dans le monde, parmi les inspirations, c'est vraiment la question du Canada et de la Belgique, où c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un moment où j'y reviendrai plus tard sur la question de notre institutionnalisation, parce que pour l'instant, on est vraiment encore dans des cadres expérimentaux. Mais au Canada et en Belgique, alors évidemment avec des conséquences parfois pas toujours positives, mais les ministères de la Santé, à certains moments, notamment dans les années 80, ont considéré que qu'il fallait institutionnaliser la santé communautaire et que c'était comme ça qu'on accédait à l'amélioration de la santé de la population. Donc c'est intéressant de constater qu'en Belgique, donc tout près de nous, il y a quand même tout un tas de maisons de santé, centres de santé, qui sont communautaires, avec un diplôme d'infirmière en santé communautaire, par exemple. D'accord, ok. Et où vraiment le travail qu'on fait nous, et qui est encore regardé en France comme un peu expérimental et particulier, est vraiment validé comme un modèle qui fonctionne et qui soigne les personnes. Et c'est vraiment comme nous, c'est-à-dire des lieux de vie et des lieux de soins à la fois. Et c'est pareil au Canada, les centres locaux de santé communautaire, même s'ils ont beaucoup évolué. On peut regarder quand même et lire à propos de la clinique de la Pointe-Saint-Charles. Il y a beaucoup d'articles et de petits films qui sont disponibles, qui racontent cette expérience-là, qui sont très intéressants. On peut dire en France qu'elle émerge dans les années 60 du MLAC, du mouvement pour l'avortement et la contraception, où des femmes apprennent les unes et les autres
le geste de l'avortement, qui était juste avant la loi. Sur la légalisation. Voilà, la loi sur la légalisation de l'avortement. Et donc à ce moment-là, ce temps vraiment où il y a une passation entre femmes de ce geste et de ces méthodes, en démédicalisant aussi, en se disant qu'en réalité, ce n'est pas forcément besoin de médecins. Après, on est reparti en arrière, bien sûr, c'est des médecins aujourd'hui qui pratiquent les IVG. Mais c'est vraiment ce temps-là, qui a duré 1 an et demi, 2 ans, qui est très bien décrit dans un film de Blandine Lenoir qui s'appelle Annie Colère, qui raconte vraiment comment la santé communautaire émerge par cette transmission entre personnes, par ce besoin d'une entraide, communauté, en fait. d'une entraide, d'une part, d'une transmission de savoir et des besoins d'une communauté, la communauté des femmes, d'avoir la liberté de disposer de leur propre corps, et aussi par le côté collectif. C'est pas un hasard si on fait beaucoup de choses en collectif dans les centres de santé communautaire, c'est vraiment de se dire que c'est aussi du collectif que va surgir un certain savoir, une certaine confiance en soi, l'empowerment, etc. Ça, c'est une des premières choses, j'imagine, en tout cas, d'où on vient, mais évidemment, on vient aussi beaucoup, peut-être même surtout, de la lutte contre le sida et de tous les collectifs et des associations de patients qui ont pris vraiment le pouvoir et qui ont appris aux soignants comment ils voulaient être soignés et qui ont milité et vraiment travaillé à transformer les lois, transformer les manières dont on pouvait être soigné, dont la maladie évoluait. Et ça, c'est vraiment de là d'où on vient, je pense qu'on peut se dire. Ça reprend ce que vous nous disiez au départ sur le fait qu'on part des besoins et que c'est finalement un besoin qui est exprimé par des patients sur lequel il n'y avait pas, ou pas la bonne réponse, ou en tout cas pas au bon moment, ou pas de la bonne manière, je ne sais pas comment le dire. Et c'est cette poussée finalement du terrain, j'ai envie de dire, du besoin qui fait évoluer les pratiques et qui crée le lieu où tout ça peut se passer, en fait, c'est ça? Bah, oui, en fait, c'est exactement ça, vous avez raison. C'est pour ça que nos inspirations, c'est celle-ci. C'est vraiment, il y a des besoins. Et aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment un besoin de travailler sur les sujets de santé environnementale. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle santé planétaire. Hein. C'est vraiment faire le lien entre santé et environnement, entre nature et santé, que ce soit sur les co-bénéfices. On sait à quel point faire du vélo réduit les besoins de santé, réduit même les coûts de santé, hein, on le sait très bien. Mais comment transformer son alimentation réduit les coûts de santé, mais aussi connaître à quel point les risques qu'on a sur notre santé sont liés aussi à notre environnement. On sait très bien à quel point l'épidémie de cancer, hein, je me permets d'employer cette expression, parce que je pense que c'est la réalité aujourd'hui. D'où ça vient, comment on soigne ça, et en fait, il y a un vrai besoin de la part des usagers et des usagères de comprendre la question des scandales sanitaires qui vient et qui revient sans arrêt. Elle est très importante, et d'ailleurs, on voit à quel point les notions de santé planétaire et de santé environnementale reviennent souvent dans nos ateliers collectifs, qui sont donc déterminés, dont le programme est déterminé par les usagers. C'est souvent que ça revient. Est-ce qu'on pourrait reparler de ça? Est-ce qu'on pourrait reparler d'alimentation et du lien sur notre santé? Est-ce qu'on pourrait reparler de les cancers? C'est quoi? D'où ça vient? Pourquoi il y en a plus? Enfin voilà, c'est régulier que ça revient de la part des usagers. On voit bien qu'en fait, on n'a pas le choix aujourd'hui que de travailler avec cette question-là. Et on le voit, on est aux premières loges, puisque ce sont les habitants de Bron et qui sont multiples, divers, variés. Enfin voilà, on pourrait y revenir aussi sur cette file active que nous avons, qui est particulièrement variée, qui est très riche, et on a beaucoup de chance, mais qui nous pousse beaucoup à parler de ces questions-là. Donc oui, bien sûr que de toute façon, les centres de santé communautaire deviennent aujourd'hui des centres de santé planétaire. De fait, la santé planétaire étant comme la dernière pièce du puzzle sur ce sujet. Et ça nous permet aussi d'anticiper ce qu'on sait qui va revenir, c'est-à-dire des prochaines crises sanitaires. Et la santé planétaire, c'est aussi se dire qu'on sait bien qu'on va revivre des crises sanitaires comme celles qu'on a vécues en 2020-2021 et qu'on va devoir s'y adapter. Et donc, le centre de santé dans lequel je travaille essaye d'être prêt. On n'est jamais prêt. Hein, voilà, mais on n'est jamais prêt, mais essaye d'anticiper le lieu refuge, le lieu qui résiste, le lieu résilient aux crises sanitaires. Et alors, vous nous avez dit voilà, que les centres communautaires
travaille ou en tout cas fonctionne avec les maisons de santé, avec peut-être d'autres structures médico-sociales ou sociales tout court. Donc, comment les centres de santé communautaires s'inscrivent dans le paysage de toutes les structures qui prennent soin des populations? Je pense qu'en santé communautaire, on considère qu'on ne fait rien tout seul et qu'on a vraiment besoin de tous les acteurs du territoire pour pouvoir travailler en commun. C'est le cas pour l'ensemble, je pense, des centres de santé communautaires. Et nous, en ce qui nous concerne, par exemple, ça a été par contribuer très largement à la création de la communauté professionnelle territoriale de santé de Bron, qui rassemble, donc là je crois qu'on est 70 ou 80 professionnels, à être alliés dans une association et à essayer d'améliorer nos pratiques de soins et de santé ensemble. Que ce soit sur des thématiques proposées par la Sécurité sociale ou sur des thématiques choisies parce que liées aux besoins de notre territoire. Par exemple, on y travaille, nous, sur la question de la déprescription ou d'améliorer nos prescriptions avec les pharmaciens. Ça, c'est une des premières choses. Après, on travaille énormément avec l'ensemble des structures sociales et médico-sociales du territoire parce que, déjà, elles nous orientent beaucoup de personnes. Nous, on travaille, on a la chance de partager nos locaux avec le CMP de Bron, qui est notre partenaire privilégié du quotidien. Et dans ce CMP, on a une file active en commun. Donc, il y a des patients qui sont à la fois suivis au CMP pour des questions psychiques et au centre de santé pour des questions somatiques. C'est aussi un vrai gros projet, en tout cas, parce qu'on sait bien que les personnes suivies pour des troubles psychiques ont une espérance de vie en moyenne de 10 ans moindre des personnes qui ne le sont pas concernées. Et donc, avoir un suivi somatique permet de réduire les comorbidités, permet d'accompagner le parcours de soins. Et donc, le travail avec le CMP est fondamental. Et puis, de toute façon, on partage la salle d'attente, on partage la cuisine, enfin, voilà. On partage beaucoup de choses et ça nous permet, nous aussi, de lutter contre la stigmatisation en santé mentale, qui est vraiment un des sujets qui nous tient à cœur. On travaille aussi beaucoup, nous, par exemple, avec le planning familial, ou avec le centre de santé sexuelle, qui est un centre de santé à visée communautaire aussi, le Griffon, qui est à Lyon. Notamment parce que les médecins sont formés à l'accompagnement des personnes en transition de genre. Oui. Et avec le planning familial, parce qu'on a aussi un centre d'avortement, nous, on peut pratiquer les IVG médicamenteuses. D'accord. Et c'est vraiment des partenaires précieux sur le territoire, d'être en lien aussi avec des structures qui sont innovantes toujours, et qui nous envoient, ou à qui on envoie des personnes qui sont accompagnées par plusieurs structures. Sur la question des structures d'hébergement, des structures sociales, c'est vrai qu'on a choisi, on est vraiment là pour ça. Sur notre territoire, il y a 2 quartiers populaires. On est vraiment là pour soigner les personnes, toutes les personnes de Bron, y compris les personnes des quartiers populaires, les personnes hébergées parce que demandeuses d'asile, les personnes hébergées parce que victimes de violences conjugales, les personnes hébergées par la protection de l'enfance. Toutes ces personnes constituent la file active de notre centre de santé, y compris des personnes hébergées chez elles parce qu'elles sont propriétaires de leur logement, par exemple. Voilà, donc c'est cette mixité-là. Et donc le travail avec les personnes les plus vulnérables et les services sociaux, par exemple, etc., il est primordial parce que nous, on ne peut pas du tout se substituer aux services publics de l'accompagnement social, bien sûr. On n'a pas du tout l'intention de le faire. Au contraire, on a vraiment besoin que le service public prenne toute sa part dans l'accompagnement des personnes. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler le plus en commun, en étoile, s'inspirant une fois de plus des pratiques du travail social, du travail en multi-référence, par exemple. Et je pense pouvoir dire modestement, peut-être je me trompe, que je pense qu'on travaille à peu près avec toutes les structures du territoire qui nous en ont fait la demande depuis qu'on a ouvert. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait... alors, vous l'avez dit, il y a le côté pluridisciplinaire, l'association des usagers et des usagères, le lien social. Quels sont les... Ou plutôt que qu'est-ce qui fait que ça marche, parce qu'on en a un peu parlé, quels sont les résultats que vous pouvez mettre en avant et qui font que, oui, il y a un vrai intérêt à développer des centres de santé communautaire et peut-être à passer de l'expérimentation maintenant à une pérennisation de cette initiative ou de ce système, je ne sais pas comment l'appeler.
Alors, ce qu'on met en avant, nous, c'est évidemment, au bout de 3 ans et demi, on a plein de belles histoires. On a plein de belles histoires de personnes et de patients et de patientes qui raccrochent avec les soins. Ce qu'on met en avant, c'est... alors, par exemple, nous, au Jardin, il y a une étude de la CEPAM, du Rhône, sur nos prescriptions et sur la diminution de nos prescriptions par rapport à d'autres structures, etc. C'est encore en cours, mais c'est vraiment l'idée d'observer et d'évaluer. Ce qui est difficile, c'est que c'est surtout de l'évaluation qualitative par ailleurs pour nous, parce que c'est vraiment autour des récits de soins, des parcours de vie et des récits de soins qui s'articulent et dont on voit à quel point les gens vont mieux en réalité. Mais ce n'est pas vraiment tangible en termes de chiffres, parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'à Bron, plus personne n'a besoin de médecins. Ce n'est pas vrai. Non. Il manque encore des médecins sur le territoire. Il manque encore beaucoup de médecins sur le territoire. Évidemment, on ne va pas résoudre à nous seuls la crise de soins primaires. Néanmoins, je pense que ce qu'on voit, nous, c'est comment l'implication des personnes permet le lien social, permet qu'elles soient mieux soignées, permet de travailler sur les causes aussi et sur les questions de santé globale. Pour le vérifier en ce moment, on est en train de mener une étude avec l'IRDES, enfin l'IRDES plutôt nous observe en ce moment, sur le lien qu'on fait avec le CMP, avec notre partenaire privilégié, et sur l'amélioration de la santé des personnes suivies conjointement par les deux, par les deux structures, afin de voir à quel point la santé des personnes est améliorée par un double suivi, par exemple, et par ce suivi en santé communautaire. Ça, c'est une des choses qu'on essaye de faire fonctionner, mais on sait bien on sait bien comme ça marche parce qu'il y a beaucoup de retours et parce que, par exemple, à la suite du Covid, le ministère de la Santé a lancé une expérimentation qui concernait 26 structures communautaires sur le territoire, des maisons de santé et des centres de santé. Cette expérimentation, elle était là uniquement pour tester le modèle financier. Parce que c'est un modèle financier forcément différent et complexe, puisqu'il est loin d'être juste sur l'acte. Et comme c'est beaucoup les soins primaires, la médecine de ville, c'est beaucoup du financement à l'acte, et qu'on voit bien dans notre activité à quel point il y a beaucoup plus que des actes de médecine générale, il fallait trouver un financement et un modèle de financement. Nous, on n'existait pas encore à ce moment-là, mais le ministère de la Santé a lancé cette expérimentation avec un financement justement de médiation en santé, un financement sur de la psychologie, l'accompagnement psychothérapeutique, sur l'interprétariat en santé aussi, bien sûr. Un financement aussi qui permet aux professionnels de santé de faire autre chose que d'enchaîner les consultations et d'avoir du temps pour se réunir et évoquer ensemble les situations complexes. Et à aucun moment, le ministère de la Santé s'est dit on va plutôt évaluer si ça marche. On va juste évaluer et tester un financement. Parce qu'en fait, l'OMS, par exemple, sait que ça marche, le renforcement de l'action communautaire. Nous, on voit bien sur nos usagers. C'est déjà documenté, en fait. C'est déjà tellement documenté. Mais n'empêche qu'on doit sans arrêt prouver que ça marche. Pourquoi ? Pour qui ? On a sans arrêt la tentation de se dire, non mais attendez, combien vous soignez de personnes, combien de consultations vous faites, et de s'imaginer que c'est de cette manière-là qu'on va résoudre le problème de la crise des soins primaires. Or, c'est ce que je redis, les enjeux majeurs autour des pathologies chroniques ne peuvent pas être résolus aujourd'hui juste par un enchaînement de consultations de médecine générale. Et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi aujourd'hui pour le dire. Sur la question de ce financement notamment et de comment on passe de l'expérimentation de droit commun à la généralisation, ce qu'on espère vraiment, c'est une loi qui encadre la santé communautaire. Et qui encadre la santé communautaire dans les soins primaires et qui encadre son financement en se disant que oui, son financement ne peut pas se satisfaire uniquement du curatif et de l'acte ou bien de subventions et d'appels à projets qui empêchent la pérennité du projet en réalité. Je passe, moi, beaucoup de temps à chercher de l'argent. Et je pense en réalité que les économies d'échelle générées sur du long terme par les centres de santé communautaires sont majeures. Le problème, c'est la question du long terme qui est difficilement mesurable. Oui, c'est ça, qui ne correspond pas finalement à la manière dont on mesure le, entre guillemets, retour sur investissement et la manière dont le soin est pratiqué aujourd'hui en tout cas. Et ça pose la question de comment on passe d'un système qui est conçu, qui est un système curatif à l'acte, à un système préventif qui va à la fois
venir adresser l'amont et l'aval et pas uniquement le moment du soin. Et effectivement, ça, on ne sait pas bien faire encore maintenant et on ne sait pas regarder les bénéfices à l'échelle finalement de la vie des patients. Alors, techniquement, on sait, mais on ne sait pas l'inscrire dans un modèle effectivement financier ou économique. C'est vrai que je ne vois pas comment, à part un choix politique un peu fort, je pense que c'est vraiment la solution aujourd'hui. C'est un choix politique fort, une loi. Ça m'apparaît être comme la meilleure des solutions. Surtout qu'on constate vraiment cette émergence partout de structures qui essayent de se monter. Et au-delà de ça, il y a évidemment les structures qui essayent de se monter, mais en même temps, des formations qui se créent sur la santé communautaire. D'un seul coup, on voit aussi que les universités de médecine s'intéressent de plus en plus à la santé planétaire, mais aussi aux inégalités sociales de santé et à leur prise en compte dans le soin. Il y a de plus en plus de DU pour la médiation en santé. Et en fait, ça se structure aussi comme ça, des colloques, des journées d'études qui s'organisent. Et donc, on voit bien qu'en fait, ce mouvement autour de la santé communautaire, je ne suis pas sûre qu'il soit arrêtable en réalité, même si le gouvernement décidait de supprimer tous les financements et d'arrêter immédiatement et d'évacuer complètement l'idée même d'une loi qui encadre la santé communautaire dans les soins primaires. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est presque trop tard parce qu'en fait, on a posé des jalons. Il y a un mouvement qui est là. J'ai l'impression, en tout cas, j'en suis une des actrices, j'en suis très contente. Et j'espère que ce n'est pas juste ma vision qui me fait dire ça, mais vraiment, nos formations sont pleines. Je pense que là, on peut se dire qu'on a créé un mouvement collectif autour de la santé communautaire, une énergie. Et on voit aussi à quel point, une chose qui est assez inarrêtable aussi, c'est que là, pendant cet hiver, certains de nos collègues ont été immédiatement menacés, voyant leurs financements expérimentaux probablement supprimés. Finalement, ils ont un sursis jusqu'à l'automne. Mais les mobilisations des patients et des usagers a été impressionnante. Immédiatement. Et nous-mêmes, à Bron, qui n'étions pas immédiatement menacés, mais plutôt menacés sur du moyen terme, les patients nous ont demandé d'organiser une réunion publique immédiatement. Pour savoir ce qu'il en était. Ouais. C'était plein. On ne pouvait plus bouger dans la salle collective. Et il a fallu commencer à expliquer. D'accord. Et donc, en fait, les collectifs de patients, les personnes soignées par les centres de santé communautaires, du coup, sont complètement impliquées. Et donc, en fait, c'est là où on est un peu aussi inarrêtable, c'est que les patients ont pris leur part. Donc dans la gouvernance, mais aussi dans la défense de ce modèle-là. D'accord. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, pour répondre à un peu plus sur l'autre aspect de votre question, il y a cette idée de comment le mesurer. C'est vrai que je ne suis pas sûre qu'on ait tous les outils aujourd'hui pour mesurer comment notre action limite le recours aux urgences, comment notre action empêche des hospitalisations trop tardives, comment notre action, en réalité, mais comme plein d'autres outils de santé publique, comment notre action permet d'améliorer la santé globale de la population et le système de soins. Ouais. D'accord. Alors, donc on a vu là, vous avez quand même un gros enjeu de pérennisation et de développement. Quels sont vos autres projets ou qu'est-ce que, voilà, là, dans les prochains mois ou les prochaines années, qu'est-ce que le jardin à Bron va développer ou a envie de développer ? Alors, si j'écoute mes collègues, beaucoup trop de choses pour la vingtaine d'humains que nous sommes à travailler. Néanmoins, il y a quand même, je peux parler de 2-3 choses. Une des premières choses dont j'ai envie de parler, c'est quand même de projets d'essaimage. Évidemment qu'on est en train de développer d'autres centres de santé communautaire en lien avec les CMP, à Villeurbanne et à Dessines, donc dans 2 autres villes de banlieue lyonnaise. D'accord. Mais ces projets d'essaimage, évidemment, ils vont pouvoir se dérouler, se passer correctement si on avance sur la question de la pérennité. Je ne vais pas ouvrir des structures vouées à refermer 6 mois plus tard parce que c'est impossible de mobiliser des financements suffisants. Néanmoins, on a déjà des professionnels intéressés. Parce que ça, c'est une des choses assez intéressantes en santé communautaire. Partout où on parle de manque de professionnels de santé, nous, on n'a pas de problème de recrutement. Donc, c'est vraiment... Il y a eu des périodes où il y avait jusqu'à 10 médecins salariés qui travaillaient au centre de santé, et c'est beaucoup trop pour les locaux. C'est beaucoup trop pour la place qu'on a et pour l'équipe même. Enfin, voilà. C'est des petites structures, et c'est intéressant que ça reste des structures, en tout cas, je pense, d'une vingtaine de salariés maximum. Donc, ça, c'est un des gros projets, quoi, c'est d'essaimer le centre de santé.
d'accompagner aussi les collègues un peu partout en France et dans le département qui est SM. Mais c'est aussi de continuer à développer nos travaux autour de la prévention, de la promotion de la santé. Et alors, c'est un peu chouette, c'est qu'on a vraiment beaucoup de collègues qui ont très envie de se lancer dans la médiation animale. D'accord. Et de voir comment on pourrait faire de la promotion de la santé en santé communautaire avec des animaux. Probablement que plein de gens l'ont déjà fait, mais là, on découvre tout le sujet. On a juste échangé avec 1 ou 2 personnes pour l'instant. Et puis, il y a pas mal de projets autour des podcasts et des récits de soins, justement. Et des récits de soins aussi du côté des soignants, où on essaye d'imaginer et de considérer et de se donner le temps. C'est difficile, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça, autour de la réflexivité de nos propres pratiques. Et réussir à travailler à cette réflexivité et s'enregistrer dans cette réflexivité en podcast, ça nous semble être aussi une perspective qui nous permet d'aller plus loin dans nos réflexions et d'avancer toujours un peu plus dans la pertinence des soins. Et je pense qu'on va pouvoir faire ça en alliant soignants et soignés dans cette réflexivité aussi. Alors, on va écouter la question de notre invité précédent, qui était le docteur Olivier Marpeau, chirurgien gynécologique. Comment ils vont utiliser dans leur pratique quotidienne les outils technologiques qui sont aujourd'hui à notre disposition. On parlait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils l'utilisent et est-ce qu'ils pensent que pour les patients qui vont venir les voir, ça peut être une alternative aux médecins physiques? Merci. Je ne suis pas sûre qu'après avoir parlé beaucoup de lien social, la question de l'alternative aux médecins physiques soit pertinente. Néanmoins, j'entends que les outils de téléconsultation peuvent être vraiment des outils quand on n'a pas de médecin et qu'on a besoin d'un médecin. Et je ne vais pas du tout critiquer de manière totale ce sujet-là, de manière inconditionnelle plutôt. En revanche, nous, je pense que ce qu'on aimerait bien retrouver, c'est effectivement des consultations, des entretiens avec des personnes. On n'est pas obligé de passer notre temps à taper sur l'ordinateur pour pouvoir avoir une traçabilité, pour pouvoir avoir, pour que moi je puisse retrouver après des traces de ce qui s'est passé en réalité pour les collègues et qu'on puisse connaître notre pourcentage de patients diabétiques ou avec des problématiques de pathologie cardiovasculaire. C'est pour ça que mes collègues tapent autant dans l'ordinateur, c'est aussi pour l'évaluation. Mais on n'a pas trouvé d'outils, d'une part, et puis surtout, on n'a pas les moyens du tout d'investir dans l'IA, au-delà du fait qu'on est très inquiet concernant la diffusion de nos données, où on n'a pas de garantie pour l'instant autour de ça. Merci encore, Gwenaëlle. C'est à vous de poser votre question à notre invité d'après, qui sera Antoine Tenière, qui est directeur général de Paris Santé Campus. Alors oui, j'ai une question. C'est dans ce monde où la santé est de plus en plus digitalisée, virtuelle, comment est-ce qu'on peut maintenir la question du pouvoir d'agir et la participation des usagères et des usagers, dont on sait à quel point elle donne d'excellents résultats pour nous en santé communautaire? Eh bien, merci, j'ai hâte d'entendre la réponse d'Antoine Tenière. Gwenaëlle Ferré, merci beaucoup pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Agir pour prévenir, le podcast de la Fondation April.